Scintillant au-dessus de nos têtes, nous apportant lumière et chaleur, Hélios est une divinité dont on n'entend pas énormément parler et qui, pourtant, a bien sa place dans la mythologie. À mon tour de vous éclairer en vous racontant ce qu'il y a à savoir sur celui qu'on nomme le dieu soleil, qui voit tout, sait tout, et malheureusement pour lui, capte tout. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, installe-toi confortablement et serre-toi un verre. Aujourd'hui, je te parle de Hélios. Si au début, il n'y avait que le chaos et que peu de temps après apparaît la lumière, ce n'est pas pour autant que Hélios est présent. Pour cela, il faudra attendre l'apparition de Gaïa, la terre-mère, et d'Ouranos, le ciel. Ensemble, ils donnent naissance aux Cyclopes, aux Hécatonchires et aux Titans. Parmi ces derniers, il y a Hypérion et Théia. Bien que frères et sœurs, les deux titans s'unissent et donnent naissance à 3 enfants, Séléné, Éos et Hélios, qui sont respectivement la personnification de la lune, de l'aurore et du soleil. Chacun leur tour, ils traversent le ciel d'est en ouest, permettant aux jours et aux nuits de s'enchaîner continuellement. Après que sa sœur Éos apporte les premiers rayons de l'aube, Hélios quitte son palais rayonnant et effectue sa mission quotidienne à bord d'un char tiré par 4 chevaux à la fougue bouillonnante. Aéton, Éos, Phlégon et Pyroïs. Des heures durant, il rayonne à travers le ciel dans une course folle jusqu'à atteindre le pays des Hespérides. Là, il se couche, et pendant que la lune prend à son tour place au-dessus de nos têtes, le titan incandescent retourne discrètement dans son palais par voie maritime avec une coupe dorée comme moyen de transport. Cette coupe dorée, d'ailleurs, il la prête à un héros connu, Héraclès. En effet, lors de ses travaux, celui-ci se retrouve à traverser l'Europe et arrive en Libye. Là, sous la chaleur écrasante qui lui cuit la peau, il se rebelle contre le soleil. Héraclès, dont la violence est inversement proportionnelle à l'intellect, se saisit alors de son arc et décoche flèche sur flèche en direction de l'astre solaire. Hélios s'en amuse et, admiratif face à la détermination du héros, lui prête sa coupe dorée afin qu'il puisse voguer sur l'océan jusque sa prochaine destination. Hélios croise le chemin d'un autre héros, mais cette rencontre-ci se déroule nettement moins chaleureusement. Homère nous raconte dans son Odyssée que Hélios avait en sa possession 7 troupeaux de bœufs et 7 troupeaux de brebis, comprenant 50 bêtes par troupeau, donc 700 bestioles au total. Ulysse, n'ayant d'autre choix que de faire escale sur l'île où se trouvent les troupeaux, met en garde ses compagnons. Il ne faut sous aucun prétexte toucher au bétail. Seulement, lorsque la nourriture commence à manquer, les compagnons en question profitent de l'absence de leur capitaine pour préparer un barbecue avec au menu du filet de bœuf tendre qui fond sur la langue. Lorsque Hélios en est informé, il bouillit de rage. Il se tourne alors vers Zeus et exige réparation en menaçant d'aller dans le monde souterrain pour ne plus éclairer les vivants, mais les ombres des défunts. Zeus le prie de rester dans le ciel et d'éclairer la terre et foudroie le navire de Ulysse lorsque celui-ci reprend la mer. S'il a fallu que l'on l'informe de ce méfait, c'est l'exception qui confirme la règle. Normalement, c'est Hélios qui est porteur des mauvaises nouvelles. En effet, sa position élevée dans les cieux lui permet d'observer tout ce qui se passe et sur Terre et en Olympe. Ainsi, il a pu être témoin de 2 événements bien connus, des événements qui auraient pu rester secrets s'il n'avait pas cafeté. Dans un premier temps, sans grande conséquence pour lui, il est témoin du rapt de Perséphone par Hadès en Sicile. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'approbation de Zeus, Hadès kidnappe sa nièce Perséphone, dont il est tombé sous le charme. Surgissant sans prévenir sur son char infernal, il attrape la demoiselle et l'emporte sans plus de formalité aux enfers pour en faire sa femme. Comme celle-ci avait échappé à la surveillance de sa mère et de ses amis, personne ne sait où chercher pour la retrouver. Déméter scrute chaque mètre carré de la planète à la recherche de sa fille, sans résultat. Désespérée et impuissante, elle laisse éclater une terrible famine. Il faudra attendre l'intervention de Hélios, qui était évidemment témoin de la scène, pour que Déméter apprenne enfin ce qu'il est advenu de sa fille.
Heureusement, Hadès ne nourrit aucune rancune envers le dieu soleil, contrairement à Aphrodite. Car la deuxième fois où Hélios poucave, les représailles sont terribles. Aphrodite, déesse de l'amour, de la beauté et reine des Poufias, n'apprécie pas qu'on se mêle de ses affaires. Elle entretient des relations charnelles avec son amant Arès qui ne s'arrête pas lorsqu'elle épouse, contre son gré, Héphaïstos. Celui-ci, réputé pour sa laideur, devient à son insu le plus gros cocu de l'Olympe après Héra. Aphrodite profite de son absence dans la chambre conjugale pour y convier Arès et continuer de s'offrir à lui. Pour s'assurer de n'être jamais découvert, les deux amants placent un mec à la porte de la chambre pour faire le guet. Sa mission, les prévenir de l'arrivée de Hélios au petit matin afin que Arès puisse discrètement s'éclipser. Seulement un beau matin, la sentinelle a la tête dans la lune et oublie sa mission. Hélios surprend donc l'adultère et le rapporte à Héphaïstos. Prise en flagrant délit, Aphrodite devient la risée de l'Olympe et prend la fuite après avoir maudit Hélios, les femmes dont il tombera amoureux et sa descendance. Une malédiction qui, malheureusement pour lui, n'est pas prononcée dans le vent. Car Hélios entretient à ce moment-là une belle histoire avec Clytie, une nymphe, fille de Océan et de Thétis. Seulement, le venin d'Aphrodite vient tacher cette idylle en faisant battre le cœur de Hélios pour une autre femme. Celle-ci est une princesse nommée Leucotoé. Le dieu soleil en tombe fou amoureux, allant jusque ralentir sa course et rallonger les jours pour pouvoir l'observer plus longuement. Ne pouvant cependant se contenter de la voir de loin, il prend l'apparence de sa mère afin de l'approcher. Une fois seul avec l'objet de son amour, il se révèle à elle sous sa vraie identité. La belle est effrayée, mais ses défenses ne font pas le poids face à l'éclat de son prétendant et elle s'abandonne à lui. Clytie apprend cela, elle est outrée. Alors elle va voir Orchamos, ou Orchamos, le père de Leucotoé, un roi sans pitié. Elle lui raconte tout et dénonce la princesse en révélant son déshonneur. Orchamos, ou Orchamos, irrité par la mésaventure de sa fille, décide que plus jamais le soleil ne posera ses rayons sur elle, littéralement. Pour accomplir cette volonté implacable, sourd aux protestations de sa fille, il l'enterre vivante. Le cœur de Hélios est meurtri, privé de sa raison de battre, il reprend sa routine, éclairant la terre jour après jour dans une monotonie déprimée. Malgré la mort de Leucotoé, sa flamme pour Clytie ne se rallume pas pour le plus grand malheur de celle-ci. Tout comme Hélios fixait Leucotoé à longueur de journée, Clytie garde les yeux posés sur l'astre du jour, se laissant mourir de faim et de soif. Ses jambes se transforment en racines, son corps s'affine jusqu'à devenir une tige et son visage se pare de longs pétales dorés. Le regard continuellement rivé sur le soleil, la triste nymphe continue de se nourrir de sa lumière sous forme d'un tournesol. Une autre femme connaît une terrible perte à cause de la malédiction d'Aphrodite. Il s'agit de Clymène. Si le malheur ne la touche pas directement, il s'abat sur son fils, Phaéton. Car comme je l'ai affirmé plus tôt, la descendance du dieu soleil est aussi dans l'équation maudite. Phaéton est donc élevé par sa mère Clymène et son beau-père Mérops, bien qu'on ne lui ait jamais caché l'identité de son vrai géniteur. Seulement, lorsque le jeune homme se vante d'être de sang divin auprès de ses petits camarades, ceux-ci se moquent de lui et lui disent qu'il faut qu'il arrête de croire les énormités que raconte sa mère. Un soir, en rentrant chez lui, Phaéton se met à table devant Clymène et lui demande de prouver qu'il est bien le fils du soleil. La jeune femme est prise au dépourvu. « Je jure, mon fils, s'écria-t-elle, par ces rayons qui nous éclairent, par ce soleil qui nous voit et qui nous entend, que tu es le fils de cet astre qui féconde l'univers. Si je mens, qu'il me refuse ses feux et que sa lumière brille à mes yeux pour la dernière fois. Tu peux d'ailleurs aller facilement jusqu'au palais de ton père. L'Orient, où il réside, touche aux terres que nous habitons. Et si ton courage ne te trahit point, pars, le soleil te confirmera ta superbe origine. »
Alors du coup, Phaéton, complètement radieux, traverse l'Éthiopie, puis l'Inde, et au terme d'un long voyage, arrive enfin devant le palais de son père. Le spectacle qui l'attend est époustouflant. Un miracle d'architecture se dresse face à lui, éblouissant, mêlant or, argent, joyaux et feu. Érigé par Héphaïstos, l'illustre dieu forgeron, les portes et la voûte du palais décrivent des paysages et des scènes détaillées comprenant la terre, les cieux, les océans et plusieurs divinités. Hélios lui-même est assis sur son trône en compagnie des siècles, des années, des saisons, des mois, des jours et des heures, séparés les uns des autres par d'égales distances. Voyant le nouvel arrivant hésiter à s'approcher, Hélios l'encourage à s'exprimer sur les raisons de sa venue. Le jeune voyageur en quête de vérité lui explique donc qu'il vient pour être sûr de son origine divine. Hélios le rassure. Oui, il s'agit bien de son père, et pour le prouver, il va lui offrir un don, quel qu'il soit. Et ça, il le promet sur le Styx. Phaéton n'hésite pas une seconde. Puisqu'il est le fils du soleil, il veut voir ce que ça fait de conduire le char étincelant qui rythme le déroulement des jours. Hélios est atterré. Demander à conduire son char, ça revient à demander à s'asseoir sur une météorite en pleine combustion. Il prévient son fils. C'est chaud. Et comme celui-ci ne change pas d'avis, il lui fait comprendre le danger de la situation. Le milieu de ma course est dans les plus hautes régions du ciel. Et alors, quelque accoutumé que je sois à voir au-dessous de moi la terre et l'immensité des mers, l'effroi fait palpiter mon cœur et glace mon courage. La fin de ma carrière est si rapidement inclinée que pour retenir mon char, j'ai besoin d'une longue expérience. Et Thétis elle-même, lorsque je descends dans ces ondes, craint toujours que je n'y sois précipitée. Mais il est encore d'autres obstacles à surmonter. Le ciel, par un mouvement constant, tourne sur son axe. Les astres sont entraînés dans sa marche rapide, tandis que seul résistant à la force qui les emporte, je suis dans les airs une route opposée. Suppose un moment que je t'ai confié mon char. Que feras-tu ? Pourras-tu, sans être emporté par leur rapidité, résister à l'agitation des pôles et de l'axe des cieux ? Si tu suis sans t'égarer la véritable voie, tu passeras entre les cornes du taureau qui regarde à l'Orient. Tu verras te menacer l'arc du Sagittaire, la gueule sanglante du lion et l'affreux scorpion dont les bras couvrent une grande partie du ciel, et le Cancer qui, non loin de lui mais d'un autre côté, recourbe les siens. Comment d'ailleurs réagiras-tu à mes coursiers impétueux qui font jaillir de leur bouche et de leurs naseaux brûlants les feux qui les animent ? Moi-même, j'ai peine à les gouverner lorsque, échauffés dans leur course, ils résistent aux freins. Mais Phaéton ne veut rien entendre, il a pris sa décision. Bientôt, le ciel prend des teintes roses et orangées pendant qu'Éos, l'aurore, se balade sur son char. Il va être temps pour celui du soleil de partir faire sa tournée. La mort dans l'âme, Hélios le prépare. Son jeune fils le regarde faire, prêt à s'y installer. Pour contrecarrer l'infernale chaleur qui va l'entourer, le dieu soleil étale sur son corps une essence céleste protectrice. Puis il retire sa couronne rayonnante et la dépose sur le front de l'inconscient conducteur du char et lui donne quelques ultimes conseils sur la route à suivre et la façon de commander les chevaux. Impatient, Phaéton se rue sur le bolide et les chevaux se mettent à courir. Le décollage est imminent et une fois que les roues du char quittent le sol, le destin tragique du fils du soleil est scellé. Les 4 chevaux sentent que quelque chose est différent, que la personne qu'ils tractent n'est pas la même, et décontenancés, ils quittent leur trajectoire et dévient du chemin qu'ils ont l'habitude d'emprunter. Face à leur fougue ardente, Phaéton est complètement impuissant. Il ne sait pas comment retrouver la bonne route, et de toute façon, il serait incapable de guider les chevaux pour y retourner. Le contrôle de la situation lui échappe. Les conséquences sont terribles, car la trajectoire chaotique du char le rapproche trop près des corps célestes, provoquant des hausses de température destructrices. La Terre elle-même commence à subir un terrible incendie et supplie Zeus d'intervenir. Le grand dieu tente de rassembler les nuages afin de faire s'abattre une pluie massive sur la planète en feu, mais il n'en trouve aucun. Il estime alors que la solution la plus efficace dans cette situation, c'est de foudroyer Phaéton. Le char est détruit sous l'impact.
Il se brise, les chevaux paniquent et partent dans tous les sens, et le pauvre conducteur meurt sur le coup. Pendant une journée entière, la Terre est privée des rayons solaires. Seul l'éclaire tous les incendies qui la ravagent, car Hélios se couvre du voile sombre du deuil. Sa douleur est indicible. Il en a assez, dit-il, assez de cette tâche pénible, de conduire un char si dangereux, d'éclairer le monde sans aucune récompense. Il annonce qu'il se lave les mains de cette corvée et dit aux dieux qu'un autre n'a qu'à prendre sa place. Si aucun n'y arrive, Zeus n'a qu'à s'y atteler lui-même. Au moins, ses mains occupées à diriger les chevaux ne saisiront pas le foudre destructeur qui endeuille tant de parents. Une certaine anxiété naît dans l'assemblée des dieux. Il le supplie de ne pas refuser sa lumière au monde. Zeus s'excuse, prie le soleil de bien vouloir comprendre qu'il n'avait pas le choix et lui ordonne de reprendre sa routine. Alors Hélios, soumis à l'autorité divine, rassemble ses chevaux et éclaire de nouveau l'univers, la mort dans l'âme. Chaque jour, les sœurs de Phaéton vont pleurer sa perte sur sa tombe. Elles finissent par y prendre racine et se changer en arbre malgré les tentatives de sauvetage de leur mère, Clymène. La malédiction d'Aphrodite ne s'arrête pas là. Elle s'étend à la descendance de Perséis, l'épouse légitime de Hélios et la sœur de Clymène. Ensemble, ils ont 4 enfants, Pasiphaé, Circé, Éétès et Persès. Si Circé a été relativement épargnée, ce n'est clairement pas le cas des 3 autres. Les frères Éétès et Persès sont en conflit permanent. J'aborderai plus en profondeur tout ce bordel le jour où nous nous pencherons sur les Argonautes et la Toison d'Or. Je ne vais cependant pas vous laisser sur votre faim et je vais tenter de vous résumer assez simplement toute cette histoire en piochant mes informations dans le plus de versions possible, mais c'est un sacré sac de nœuds, soyez patients. Persès est le roi de Scythie et Éétès est le roi de Colchide. Persès est relativement tranquille, tandis que Éétès est un tyran qui instille la peur et pratique les sacrifices humains, donc un personnage pas très sympa. Il obtient la Toison d'Or qu'il garde précieusement comme symbole de sa richesse. Ce serait cette toison qui donne naissance au conflit fraternel. Persès veut s'en débarrasser pour sauver leurs royaumes respectifs, tandis que Éétès souhaite la garder. Une première guerre éclate entre les 2 frères que Éétès remporte. Sa fille Médée le trahit en aidant les Argonautes à voler la fameuse Toison d'Or avant de fuir, et dans sa fuite, elle tue son propre frère. Cette perte crée une instabilité dans le royaume de Colchide dont Persès prend avantage pour détrôner Éétès. Médée, en apprenant ça, revient pour tuer Persès, ce qui permet à Éétès de reposer son royal popotin sur son trône. Donc, en soi, on pourrait dire que tout est bien qui finit bien, mais ce serait négliger les drames familiaux ainsi que toutes les embrouilles liées à la Toison d'Or et aux Argonautes que je n'ai pas mentionnées volontairement parce que c'est vraiment le bazar. Et comme je l'ai dit précédemment, Hélios et Perséis ont également comme fille Pasiphaé, la sœur de Éétès, Persès et Circé, qui a, comme on s'y attend, également été dotée d'une vie pas ouf et qui s'est là encore transmise à ses propres enfants. Pasiphaé est la femme du roi Minos à qui Poséidon a offert un superbe taureau. Ce taureau est destiné à être sacrifié en l'honneur du dieu des océans, mais Minos le trouve vraiment trop beau et décide de le garder. Poséidon se vexe et fait en sorte que Pasiphaé trouve le taureau vraiment trop beau également. Elle se découvre donc une attirance zoophile et demande à un inventeur de génie de trouver un moyen pour qu'elle puisse s'accoupler avec le taureau que son mari aime tant. L'inventeur sculpte une statue d'une vache creuse dans laquelle Pasiphaé se glisse afin de... Je vais pas vous faire un dessin. Ainsi naît le Minotaure. Et la malchance poursuit cette famille encore plus loin puisque Pasiphaé a une fille, Ariane, qui aide son amoureux Thésée à tuer le Minotaure avant de se faire abandonner comme une grosse merde. Et ça ne s'arrête toujours pas là car le Minotaure et Ariane ont une autre sœur, Phèdre, qui épouse le fameux Thésée puis tombe folle amoureuse de son beau-fils Hippolyte. Celui-ci la rejette sans ménagement, alors elle va voir Thésée et lui dit que Hippolyte a tenté de la violer.
Thésée est outré, aimer son propre fils à mort, mais ça ne répare pas le petit cœur brisé de Phèdre qui se suicide. Tout ça parce que Hélios a été un vrai bro et qu'il a dit à Héphaïstos qu'il se faisait cocufier. Voilà, on va s'arrêter là. Pour conclure, Hélios est un personnage de la mythologie grecque qui n'est pas impliqué activement dans beaucoup de mythes, mais dont les actions influencent énormément les gens autour de lui. Les humains et les dieux lui sont, malgré tout, reconnaissants pour la lumière du jour et la chaleur ambiante, mais sa bonté finit par lui porter la poisse. En dévoilant l'infidélité d'Aphrodite, il provoque le malheur et la destruction de ses amantes, ainsi que de sa descendance sur plusieurs générations. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour plus d'histoires décomplexées, vous pouvez vous abonner en cherchant Mythologie grecque décomplexée sur la plateforme de streaming de votre choix. Et vous pouvez rejoindre le Discord du Mont Olympe pour des mises à jour et des discussions sympatoches entre gens bienveillants. Vous trouverez le lien pour rejoindre le serveur sur la page Instagram Mythologie grecque décomplexée. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Le lien est dans la description. Je remercie énormément les tipeurs du mois d'octobre: Aventurine, Ilona, Mélinda, Valzul, Verven, Scotty, Kuramato et Omelette. Votre fidélité et votre aide me vont droit au cœur. Vous n'avez pas idée du plaisir que ça me fait. Je suis vraiment touchée. Merci également à Prosper pour la musique d'outro. Son Insta est également dans la description pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil à ses productions et son contenu. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, c'est primordial. C'était Margot pour vous divertir. Ciao!